Bonjour, bienvenue à cette conférence sur vos démarches fiscales et douanières en cas de départ à l'étranger, également lorsque vous êtes à l'étranger et en cas de retour en France. Donc, je me présente, Isabelle Valterlin, je suis la responsable de l'accueil fiscal des non-résidents et également responsable de la communication de la direction des impôts des non-résidents. Je vais être assistée pour cette conférence par Jean-François Delagne, responsable du service des impôts des particuliers des non-résidents, et également par Hervé Brouillard, chef du centre d'information de la douane française. Donc, les démarches fiscales et douanières à accomplir, d'abord lorsque vous partez à l'étranger en 2022. Alors, première chose, je dirais qu'avant de préparer votre départ, il faut prévenir, bien sûr, votre service des impôts que vous allez quitter la France, mais également votre employeur et votre caisse de retraite, puisque actuellement, en tant que résident fiscal français, vous êtes soumis au prélèvement à la source du résident. Et si vous devenez non-résident, vous pouvez être soumis à la retenue à source du non-résident. Autre point très important, c'est de vous rapprocher de votre établissement bancaire. C'est seulement votre établissement bancaire qui pourra vous indiquer si vous devez ou non clôturer un compte bancaire. Mais par précaution, conservez un compte bancaire éventuellement en France ou en zone CEPA si vous devez encore payer des impôts en France. Autre point très important, qui dit non-résident dit que vous vous trouvez à l'étranger. Donc à l'étranger, au niveau de tout ce qui est poste, on se rend compte qu'il y a des documents qui ne nous arrivent pas, qui sont perdus ou qui mettent du temps à nous arriver. Donc pensez vraiment à utiliser votre espace particulier sur le site impôts.gouv.fr pour pouvoir déclarer, payer, mais également échanger avec nous. Donc pour cela, créez bien votre compte, votre espace particulier sur impôts.gouv et pensez lorsque vous partez à prendre vos identifiants et votre mot de passe. Alors, vous quittez la France en 2022. Il va y avoir deux solutions possibles. Première solution, vous conservez votre domicile fiscal en France. Deuxième hypothèse, vous ne conservez plus votre domicile fiscal en France et on va donc aborder ces différents points. Alors, pourquoi c'est important de savoir si le domicile fiscal est resté ou non en France ? Si le domicile fiscal est resté en France, vous allez être imposé, comme vous et moi, sur l'ensemble de vos revenus français et étrangers. Par contre, si vous n'avez plus votre domicile fiscal en France et que vous êtes non-résident fiscal, vous serez imposé uniquement sur vos revenus de source française imposables en France. Alors là, j'ai utilisé le terme de domicile fiscal et pas le terme de résident fiscal, puisque le terme de domicile fiscal, c'est un terme purement de droit interne français. On regarde d'abord le droit interne français. Est-ce que, au niveau du droit interne français, mon domicile fiscal est toujours en France ou non? Pour cela, il y a trois critères, des critères dits alternatifs. C'est-à-dire qu'on va regarder un critère. Si le critère est rempli, ce ne sera pas nécessaire de regarder les deux autres critères, peu importe l'ordre dans lequel on prend ces critères. Alors, par contre, on regarde généralement le premier critère, qui est celui du foyer ou de séjour principal. Alors, le foyer, c'est là où se trouve la famille. Si la famille se trouve en France, eh bien vous serez domicilié fiscalement en France et vous dépendrez normalement du service des impôts des particuliers de ce domicile fiscal. Vous êtes célibataire, on va regarder la notion de séjour principal. Donc là, j'attire votre attention parce que souvent on entend, pour ne pas être imposable en France, il faut que je sois moins de 6 mois en France ou moins de 183 jours. Attention à ce mythe. Je vous donne un exemple. Je suis 5 mois en France. Je suis 4 mois au Canada et 3 mois au Québec. Je suis bien moins de 6 mois en France, mais comme c'est là où je passe le plus de temps, c'est mon séjour prépondérant, ben dans ce cas-là, le critère de séjour principal est rempli et je suis domicilié fiscalement en France. Si, au regard de ce premier critère, on n'arrive toujours pas à déterminer si vous êtes ou non domicilié fiscalement en France, on va regarder le second critère, qui est celui de l'activité professionnelle. Donc là, l'activité professionnelle, c'est toujours la notion de durée, où je passe le plus de temps à exercer mon activité. Par contre, à activité à temps égal, je dirais au niveau de l'activité, c'est-à-dire égal en France et dans un autre État, on va regarder l'activité qui rapporte le plus de revenus. Mais ça, c'est seulement dans le deuxième temps
et dans l'hypothèse où les durées sont les mêmes. Avec ce deuxième critère, on n'arrive toujours pas à déterminer si le domicile fiscal est ou non en France. On va regarder le troisième critère, qui est celui du centre des intérêts économiques. Alors le centre des intérêts économiques, c'est-à-dire c'est tout ce qui rapporte. Vous mettez un bien en location, eh bien vous avez des revenus fonciers. Ça vous a rapporté quelque chose et ça vous a rapporté un revenu de source française. Dans ce cas-là, votre domicile fiscal est en France. Alors, le service des impôts des particuliers non résidents, il va gérer quel non-résident ? Le non-résident qui ne répond pas justement à l'article 4B1, c'est-à-dire l'article que je viens de citer avec les 3 critères de foyer, d'activité professionnelle et de centre des intérêts économiques, mais il va également gérer notre article 4B2 du Code général des impôts, c'est-à-dire tous nos fonctionnaires qui sont envoyés en mission à l'étranger. Alors je dis tous les fonctionnaires célibataires, parce que s'il y a un couple, c'est un petit peu plus subtil. Et là, je vous invite à poser vos questions par le chat. Donc voilà qui gère le service des impôts des particuliers non résidents. Alors la notion du domicile fiscal en France, faites attention puisque on peut avoir son domicile fiscal en France et être envoyé en mission à l'étranger par son employeur et répondre aux conditions de l'article 81A du Code général des impôts. Donc ça, en général, les ressources humaines de votre société, pour qui vous travaillez, connaît très bien cet article et peut vous accompagner, puisque même si vous partez exercer à l'étranger, vous restez domicilié en France et vous ne dépendez pas du service des impôts des particuliers non résidents, mais du service des impôts de votre domicile fiscal. Et vous remplissez les déclarations habituelles que vous remplissiez lorsque vous étiez en France. Or, la notion du domicile fiscal, c'est une notion purement de droit interne français. C'est-à-dire que vous pouvez être domicilié fiscalement en France, mais au niveau du pays où vous résidez physiquement, il y a également un droit interne de ce pays qui peut dire que vous êtes également domicilié dans l'autre pays. Donc il y a un conflit, ce qu'on appelle de domiciliation fiscale. Alors pour cela, la France elle a signé des conventions fiscales internationales avec plus d'une centaine de pays. Et ces conventions fiscales internationales, elles vont déterminer si vous êtes ou non résident de France. Donc vous pouviez être domicilié fiscalement en France au sens du droit français, mais en vertu de la Convention fiscale internationale, vous allez être considéré comme un non-résident fiscal imposé sur vos seuls revenus de source française imposables en France. Alors la Convention fiscale, elle va également déterminer pour chaque revenu s'ils sont imposés par la France ou ils sont imposés par l'État de résidence. Alors, dans la première hypothèse où votre domicile fiscal est resté en France, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez continuer à être considéré comme un résident français, à devoir déposer les déclarations habituelles, déclaration de revenus numéro 2042. Si vous devez faire une déclaration 2042C complémentaire, vous la déposez également. Et si vous avez des revenus fonciers, ça sera la déclaration 2044. Par contre, à partir du moment où vous êtes domicilié en France, vous êtes imposé également sur vos revenus de source étrangère et il faudra déclarer vos revenus de source étrangère sur une déclaration numéro 2047. Je vous donne les numéros parce que sur le site impôt.gouv.fr, vous avez un moteur de recherche et vous pouvez juste taper 2047 pour l'obtenir. Également, attention, on parle d'impôt sur le revenu, mais si vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, vous devez également déclarer. Seconde hypothèse, votre domicile fiscal n'est pas resté en France sur une partie de l'année 2022, parce qu'on va partir de l'hypothèse où vous partez en 2022. Du 1er janvier à la date de votre départ, vous êtes toujours considéré comme un résident fiscal français, donc imposé sur revenus français et étrangers. Donc vous allez devoir déposer les déclarations que je vous ai indiquées juste avant. Par contre, de la date de départ au 31 décembre 2022, si vous avez encore des revenus de source française imposables en France, vous serez considéré comme un non-résident au sens fiscal. Et pour cela, il y aura des modalités particulières d'imposition que je vais évoquer juste après. Mais il faudra déclarer ces revenus sur cette partie sur une déclaration 2042 NR pour non-résidents. Par contre, si vous ne disposez plus de revenus de source française imposables en France après départ, vous n'avez pas de déclaration à faire pour la partie après départ. Donc, vous pouvez voir la déclaration 2042 NR qui pour l'année de départ, mais également en cas de retour en France. Alors, bien sûr, les non-résidents comme les résidents sont soumis à la déclaration en ligne. Elle est obligatoire
et elle est beaucoup plus simple pour un non-résident puisque vous êtes accompagné dans vos démarches. Il y a des pop-up et au moins on est sûr de bien recevoir votre déclaration d'impôt. Vous devez également payer en ligne. Alors la vigilance, mais Jean-François Delagne l'évoquera également après. Pour pouvoir payer en ligne, il faut disposer d'un compte bancaire en zone CEPA avec une petite particularité complémentaire. Donc attention à bien disposer d'un compte pour pouvoir payer vos impôts en France, si vous devez en payer. Au niveau des dates limites de souscription, que ce soit en ligne, en papier, que l'année de départ et les années où vous vous trouvez à l'étranger, ce sont les dates des non-résidents. Donc ces dates, elles sont communiquées généralement début avril lors de la campagne d'impôt sur le revenu. En cas de retour en France, les dates limites de déclaration, ce sont les dates qui dépendent du département dans lequel vous allez vous installer à votre retour. Alors, petite vigilance sur les avis d'imposition. Les avis d'imposition, on est habitué en tant que résident français à les avoir en général en août. Un non-résident, il peut avoir ses avis d'imposition entre le mois d'août et entre le mois de décembre. Donc, s'il y a un message à faire passer, si en novembre vous n'avez pas votre avis d'imposition, ne soyez pas inquiets si vous avez bien eu une accusé réception lors de votre déclaration en ligne. Par contre, si en janvier vous n'avez toujours pas votre avis d'imposition visible sur votre espace particulier, il faudra nous contacter pour qu'on puisse effectivement regarder ce qui a pu se passer et rétablir votre avis d'imposition. Alors, lorsque vous faites votre déclaration d'impôt, bien sûr, ce qui est important l'année de départ, c'est d'indiquer la date de votre départ, puisqu'il y a une partie qui vous sera imposée comme un résident et une autre partie comme un résident. Adressez bien sûr, nous communiquer votre adresse à l'étranger pour qu'on sache à qui, où vous écrire. Nous donner également la date de naissance et le lieu de naissance, la vôtre et celle de votre conjoint, puisqu'il y a des homonymes, et une adresse électronique pour pouvoir échanger. Alors j'attire votre attention sur le fait que quand vous allez recevoir vos avis d'imposition, vous allez voir, en l'occurrence, je vais imaginer, Madame Velterlin, 10 rue du Centre, 93 465, j'en sais rien, je suis partie au Canada. Canada. Alors, non, il n'y a pas eu d'erreur, c'est juste que l'article 01 de l'annexe 4 du Code général des impôts nous dit qu'il faut une adresse française pour être rattaché à un service des impôts des particuliers. En l'occurrence, c'est la seule adresse française qui vous permet d'être rattaché au service des impôts des particuliers et des non-résidents, c'est l'adresse de ce service qui se trouve 10 rue du Centre, 93 465 Noisy-le-Grand. Donc, pas d'inquiétude, si vous voyez cette adresse, c'est normal, on aura bien pris en compte votre adresse à l'étranger. Alors, je vais laisser la parole à Jean-François Delagne pour tout l'aspect paiement. Merci. Donc, le paiement de votre impôt pour un départ en 2022, nous sommes dans le cadre du paiement de l'impôt sur le revenu, donc dans le cadre du prélèvement à la source. Ce prélèvement à la source, en fait, est une modalité nouvelle de paiement de l'impôt, mais en aucun cas une nouvelle modalité de calcul de cette imposition. Le paiement, maintenant, s'effectue de manière contemporaine par rapport à la perception des revenus. Si vous avez des salaires ou des pensions, eh bien c'est votre employeur ou l'organisme qui vous verse les pensions, l'organisme de retraite, qui prélève une retenue à la source mensuelle qui figure sur votre bulletin de salaire ou sur votre bulletin de pension et qui est imputée in fine en année N+1 lorsque vous déclarerez vos impôts et lorsque l'impôt sera calculé. L'autre manière de payer des impôts, ce sont pour des revenus sans collecteur tiers. Par exemple, des revenus fonciers. Si vous louez, si vous êtes bailleur, vous percevez des revenus fonciers. Il faut savoir qu'en tant que non-résident, tous les revenus fonciers sont imposables en France. Et dans ce cas-là, eh bien, vous êtes soumis à ce qu'on appelle un acompte contemporain. Cet acompte contemporain est prélevé mensuellement ou dans certains cas peut être prélevé trimestriellement sur le compte bancaire que vous avez désigné et vous avez normalement fourni ce compte bancaire sous format CEPA
lors de votre épisode déclaratif, c'est-à-dire lorsque vous avez rempli la télédéclaration, votre télédéclaration. Alors, le fait d'être prélevé ou d'avoir une retenue à la source ne dispense pas de déclarer ses revenus. Il faut continuer à déclarer ses revenus tous les ans. Pour les contribuables non résidents et pour les PASS, il faut savoir que le prélèvement à la source ne s'applique pas à tous les revenus. Certains revenus sont soumis à une retenue spécifique, retenue à la source spécifique des non-résidents, et cela concerne les salaires, les pensions ou les rentes viagères. C'est pour ça qu'il faut absolument, notamment pour les pensionnés, prévenir vos organismes de retraite et l'informer dans quel pays vous êtes parti et vous résidez. Parce que comme ça, l'organisme pourra soit vous appliquer la RAS si votre pension est imposable par la France de par les conventions, ou alors ne pas l'appliquer si, en fait, de par la convention fiscale, vos pensions sont déclarables dans l'état de résidence. Les autres revenus sont soumis au prélèvement à la source à compte contemporain. Là, le mécanisme ne paye pas. Pour les revenus fonciers, vous continuez, par exemple, à servir une 2044, un formulaire 2044, à télédéclarer vos revenus fonciers, et vous avez le prélèvement de vos acomptes contemporains qui s'effectue de la même façon que si vous étiez résident sur le compte bancaire que vous avez désigné. Pour les non-résidents, comme pour les résidents d'ailleurs, vous pouvez gérer votre prélèvement à la source par l'intermédiaire de l'onglet « Gérer votre PASS » sur votre espace particulier. C'est-à-dire que vous pouvez adapter les acomptes contemporains, par exemple, aux événements qui sont intervenus sur votre bien. Vous avez vendu votre bien, vous pouvez faire cesser le prélèvement d'acompte contemporain. Pour cela, il y a un mécanisme qui permet d'indiquer le montant estimé de l'imposition due au titre de ces acomptes. Alors, cette possibilité vous est ouverte et elle s'effectue sous votre responsabilité. Il est évident que si vous modulez à la baisse ces acomptes alors que ce n'est pas le cas, eh bien, il y aura une pénalité. Vous avez une possibilité d'erreur, une marge de 10%. Vous avez cette possibilité sur votre portail et vous pouvez aussi individualiser votre taux de prélèvement à la source ou, le cas échéant, ne pas transmettre vos taux de prélèvement personnalisés. Ça, ce sont des choses aussi qui sont disponibles pour les résidents. Sachant que si vous n'êtes pas... il se peut que vous ayez 0 de taux si, par exemple, vos revenus ne sont pas soumis au PASS, mais entièrement soumis à la race spécifique des non-résidents. Et là, je dirais que pour l'instant, la race spécifique des non-résidents n'est pas gérée à travers cet outil. Seuls les prélèvements liés au prélèvement à la source sont liés avec ces outils. Nous avons la taxation de certains revenus entraîne une imposition à l'IR, mais aussi aux prélèvements sociaux, notamment les revenus fonciers. Et il faut savoir que pour les résidents dans l'espace économique européen, l'EEE, c'est-à-dire l'Union européenne, l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, le Royaume-Uni aussi, et la Suisse, eh bien, les prélèvements sociaux sont limités, puisque, selon les cas, eh bien, vous êtes exonéré de la CSG et du CRDS.
C'est-à-dire qu'au lieu de payer 17,2% de prélèvements sociaux, ces revenus restent soumis seulement à un prélèvement de solidarité de 7,5%. Pour cela, il y a deux cases à cocher sur la télédéclaration qu'il ne faut absolument pas oublier. Où on vous demande si vous êtes affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale dans un de ces pays membres. Alors, cette possibilité ne s'applique que si vous êtes affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale dans un des pays de l'EEE. Par contre, si vous êtes résident d'un de ces pays, mais affilié à la sécurité sociale française, eh bien, sans être affilié à un régime local, eh bien, cette possibilité d'exonération de CSG-CRDS ne s'applique pas. Tous les autres pays extérieurs à l'EEE sont soumis à l'ensemble des prélèvements sociaux. Donc, vous devez utiliser votre portail personnalisé à partir de impôts.gouv.fr pour gérer tous ces événements. C'est-à-dire que vous devez, si possible, comme l'a dit ma collègue, veiller au bon fonctionnement de ce portail avant votre départ, donc vérifier vos identifiants, voir si vous avez accès à la totalité de l'espace. Ce service est important parce que c'est un service gratuit en ligne. En plus, il comporte une messagerie sécurisée à partir de laquelle vous êtes sûr de nous contacter. Et nos réponses, vous serez sûr que ce n'est pas un courriel malveillant. La réponse viendra forcément de notre part, notamment lorsqu'il est question de paiement ou de règlement des impôts. Alors, même si la DINR et le CIPENR ne gèrent pas les impôts locaux, puisque les impôts locaux, c'est-à-dire la taxe d'habitation pour ceux qui continuent à en payer, la taxe foncière et la taxe sur les logements vacants sont du ressort des postes territoriaux, c'est-à-dire des postes locaux, là où est situé le bien. Donc, si vous devez prévenir aussi les CIP qui gèrent ces impositions, et normalement, vous pouvez communiquer avec eux par la messagerie sécurisée, et les mails concernant les taxes d'habitation, les taxes foncières et les taxes sur les logements vacants seront transmis ou sont d'accès aux CIP concernés. Merci Jean-François. Donc, on a parlé des aspects fiscaux, je dirais, en cas de départ à l'étranger, mais il y a tous les aspects douaniers qui sont aussi très importants. Et là, Hervé, je pense que vous allez pouvoir aider nos auditeurs sur ces aspects-là. Merci Isabelle. Moi, je voudrais vous préciser tout d'abord deux points. Intervenir sur le déménagement de France vers un département d'outre-mer, puisque la fiscalité y est différente, et je vais y revenir. Et puis ensuite, le déménagement vers un pays tiers avec des points très, très pratiques. Pour information, le centre que je dirige, Info-Douane Service, répond au 0800 94 40 40, vous le voyez sur le slide, mais je pourrais redonner après les coordonnées. De 8h30 à 18h du lundi au vendredi. Vous avez l'adresse mail et le site internet de la douane. Je voudrais tout d'abord, Isabelle, insister sur les départements d'outre-mer, parce que c'est une particularité au niveau douanier, puisque ces départements d'outre-mer ou territoires ensuite d'outre-mer n'ont pas la même fiscalité et sont considérés fiscalement comme tiers à la France métropolitaine et à la communauté européenne. Donc, dans ces cas-là, il y aura sur un déménagement, une expatriation, une franchise d'octroi de mer et de TVA qui pourra être accordée sous certaines conditions cumulatives. Mais dans tous les cas, si vous décidez de déménager vers un département d'outre-mer, sachez qu'à votre arrivée dans ce DOM, les droits de port seront dus, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte
ou à La Réunion. Ce qu'il faut pour bénéficier de la franchise, c'est d'abord avoir eu sa résidence normale au moins 12 mois consécutifs hors de ce DOM, donc en France métropolitaine, voire en Europe. Avoir acquis tous les biens TTC dans le pays de provenance, donc tout votre mobilier, et même on en parlera, vos véhicules, doivent avoir été acquis TTC pour pouvoir bénéficier d'une franchise totale, je le répète, octroi de mer régional et TVA domienne. Votre importation peut s'effectuer en plusieurs fois dans le délai d'une année maximum. Si vous décidez d'envoyer un container en Martinique avec l'essentiel de vos affaires et ensuite de venir plus tard avec le reste de votre déménagement, vous avez donc 12 mois pour l'effectuer en franchise. Pour votre ou vos véhicules, voitures, motos, sauf véhicules utilitaires, eh bien, tous ces véhicules pourront être admis en franchise, là aussi, si vous les avez acquis TTC en France métropolitaine et que vous décidez de les transférer dans un DOM de destination. Vous avez aussi la possibilité d'acheter juste avant votre départ, un véhicule neuf hors TVA française pour l'expédier dans ce DOM et ne supporter que la TVA domienne et les octrois de mer dans ces cas-là. Alors, moi, je voudrais attirer votre attention sur un point précis au niveau des véhicules. Aujourd'hui, dans la plupart des DOM et surtout des TOM, les véhicules les plus anciens polluants ne sont plus acceptés pour des questions de recyclage. La Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, par exemple, n'acceptent plus tous les véhicules. Donc, je conseille aux usagers de se renseigner avant pour savoir si leur véhicule pourra rentrer sur ce territoire s'il n'est pas polluant. Deuxième point important toujours pour les DOM, et je reviendrai sur les TOM aussi après avec les pays tiers, toutes les plantes. Attention, il y a toujours des réglementations très pratiques et très protectrices au niveau sanitaire, phytosanitaire, par rapport à vos plantes, si vous décidez de les emmener. Et puis, n'oubliez jamais que les caves, votre stock de bouteilles de Bordeaux ou autres, sont toujours exclus de la franchise. Donc, vous aurez dans tous les cas à supporter la fiscalité locale si vous décidez d'emmener votre cave avec vous lors de votre déménagement. Je vous propose maintenant de passer au déménagement vers les pays hors CE. Alors, vers les pays hors CE, là, ça concerne moins l'administration des douanes, même s'il y a tous les renseignements sur notre site. Vous le voyez apparaître à l'écran. Mais les renseignements sont surtout sur le site du ministère des Affaires étrangères, www.diplomatie.gouv.fr, via un formulaire CERFA, le CERFA 15 717 01, qui vous permet de déclarer votre transfert de résidence selon le pays choisi. Donc là aussi, renseignez-vous via le site douanier ou le site de l'ambassade du pays dans lequel vous allez résider par la suite. Je renouvellerai mes 3 mêmes conseils. Attention pour votre véhicule, aujourd'hui toujours pour des critères d'ancienneté, de pollution et de recyclabilité, pour savoir s'il sera admis ou non sur le territoire. Attention toujours à vos plantes pour des questions sanitaires, phytosanitaires. Éventuellement, je prends un exemple, l'Australie, qui est très restrictive sur le sujet. Attention aussi également à votre cave, puisque là aussi, si vous décidez d'exporter, de partir avec votre cave, elle sera certainement, sûrement fiscalisée dans le pays de destination, avec parfois des fiscalités très, très importantes. Australie, Chine, par exemple. Et puis, dernier point pour moi sur cette première partie, attention aussi à l'obligation déclarative. Bien souvent, lorsque vous transférez votre résidence vers l'étranger, vous allez partir avec vos devises. Soit vous faites vos transferts de banque à banque, et dans ces cas-là, ce sont les banques qui s'occupent de tout au niveau de l'obligation déclarative.
Mais si jamais vous décidiez eh bien, d'avoir vidé toutes vos tirelires et de partir avec du liquide avec vous pour vos premiers frais d'installation ou d'habitation, sachez qu'au niveau douanier, il y a une obligation déclarative au-delà de 10 000 euros par personne majeure. Donc, il vous faudra absolument, avant votre départ vers un pays tiers, penser via notre site à faire une déclaration via Dahlia. Dahlia, c'est le nom du téléservice qui vous permet simplement de télédéclarer toutes les sommes, titres et valeurs que vous emmèneriez avant avec vous au moment de votre déménagement vers un pays tiers. Voilà pour moi, Isabelle, les informations pratiques au niveau douanier. Merci Hervé pour ces points de vigilance effectivement très importants en cas de départ à l'étranger. Et maintenant, je vous propose qu'on se mette dans une autre situation de celle où ça fait maintenant quelques années où on se trouve à l'étranger. Donc le domicile fiscal est désormais à l'étranger. Alors là, au niveau des modalités déclaratives, il va falloir déposer une déclaration de revenus 2042, la déclaration de revenus qu'on va bientôt recevoir, ainsi que toutes ces annexes. Si on a d'autres revenus, la 2042C complémentaire, et ou si on a des revenus fonciers, la 2044 pour les revenus fonciers. Par contre, particularité, si je suis un non-résident qui est soumis à la retenue à source du non-résident, il faudra compléter la déclaration 2041E. Je vous la montrerai un petit peu plus tard, où il y a un tableau très précis qu'il faut compléter. Vous faites votre déclaration en ligne, vous êtes bien sûr accompagné dans vos démarches avec des petits pop-up qui vous donnent des petits points de vigilance. Également, point très important, ce qui dit imposition en France dit éventuellement imposition à l'étranger. Donc rapprochez-vous de l'administration fiscale de votre pays de résidence parce qu'elle peut également vous demander de faire une déclaration d'impôt. Donc c'est elle qui pourra vous dire comment la faire et également quel revenu déclarer. Alors, Jean-François Delagne a évoqué certaines catégories de revenus, je vais y revenir, qui sont les salaires, les pensions et les rentes viagères. Effectivement, les revenus de source française qui restent imposables en France après départ, ce sont ces catégories de revenus, mais également on peut avoir des revenus fonciers, des bénéfices non commerciaux, des autres. Donc on en reparle après. Pour les revenus de capitaux mobiliers, ils font l'objet d'un prélèvement libératoire par le débiteur, donc par l'établissement. Donc ceux-là, ils sont un petit peu mis à part. Alors, je vais faire effectivement un petit focus sur les salaires et pensions de source française imposables en France. Donc, vous êtes non-résident au sens fiscal. Là, vous allez plus être soumis au prélèvement à la source du résident, mais à la retenue à la source du non-résident. Alors, cette retenue à la source du non-résident, elle est de 0%, de 12% et de 20%, selon un barème qui peut être journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Je vais prendre le barème annuel pour vous expliquer. Vous avez 10 000 euros de revenus sur l'année, 10 000 euros de revenus nets. Vous voyez sur le tableau que vous êtes dans la tranche entre 0 et 15 018. Donc là, la retenue à la source qui est appliquée, elle est de 0, ça fait 0. Par contre, vous avez en net 25 018 euros. Je mets ce chiffre parce qu'il m'arrange. Eh bien, jusqu'à 15 018 euros, vous allez avoir 0 de retenue à source. Par contre, les 10 000 euros restants, parce que 25 018 moins 15 018, ça fait 10 000, eh bien, ces 10 000 euros, ils vont faire l'objet d'une retenue à source de 12% par votre employeur ou votre caisse de retraite au moment de l'année N. Vous avez 50 000 euros de salaire ou de pension nette. Eh bien, jusqu'à 15 018 retenue à source de 0. Entre 43 563 moins 15 018, le différentiel fait l'objet d'une retenue à source à 12%. Et si je prends mes 50 000 euros moins mes 43 563 euros, donc cette somme qui reste au-dessus des 43 563 euros pour l'année 2021, va faire l'objet d'une retenue à source de 20%. Il y a des petites particularités également pour les départements d'outre-mer, mais je ne vais pas l'évoquer à cet instant. Attention, on a une déclaration pré-remplie. Cette déclaration pré-remplie, les salaires et les pensions sont pré-remplis sur des cases qui concernent le prélèvement à source du résident.
Donc, pour dire à l'administration fiscale, au service des impôts des particuliers non résidents de M. Delagne, que vous êtes un non-résident et donc vous devez être soumis à la retenue à source du non-résident, il va falloir, si vous avez des salaires, reporter le montant dans les cases 1AF, 1BF, etc. C'est au tout début de votre déclaration d'impôt sur le revenu, la rubrique 1. Pareil, si ce sont des pensions, il faudra mettre en case 1AL, 1BL pour qu'on vous applique la retenue à source du non-résident et pas le prélèvement à la source du résident. Alors là, vous déclarez vos revenus, on applique la retenue à source, mais vous devez également nous indiquer que justement en année N, là dans l'occurrence dans l'hypothèse d'un départ en 2022, donc où vous allez faire votre déclaration en 2023, il faudra nous dire en 2023, mais moi en 2022, mon employeur, ma caisse de retraite, il m'a déjà prélevé de la retenue à la source. Donc pour cela, il va falloir que vous complétiez le tableau de la notice 2041E. Donc quand vous faites vos déclarations en ligne, c'est très simple, vous avez plein d'annexes qui vous sont proposées, vous sélectionnez la 2041E et vous allez arriver sur un tableau qu'il va falloir compléter. Le nom de votre employeur, de votre caisse de retraite. Vous pouvez avoir plusieurs employeurs, plusieurs caisses de retraite, ou les deux à la fois, si vous devenez retraité en cours d'année. Vous allez indiquer le montant, la retenue à source qui a été pratiquée, et tout à la fin, vous voyez, en case 8TA de la 2042, donc 8, c'est le chiffre de la rubrique, donc c'est après tout ce qui est réduction, crédit d'impôt. Vous devez donc nous indiquer le prélèvement à source qui a été prélevé en année N, pour qu'on en tienne compte éventuellement. Je dis éventuellement parce que je vais vous expliquer quelque chose. La retenue à source à 0 et à 12%, on dit qu'elle est libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors ça veut dire quoi libératoire? Je vais reprendre mon petit tableau avec mes barèmes pour que ce soit plus clair pour vous. Libératoire, c'est-à-dire que le montant du revenu qui a été soumis à la retenue à la source à 0 et à 12% n'est pas pris en compte dans le calcul de mon impôt. Genre, mon premier exemple, j'avais parlé de 10 000 euros, on va faire comme si on avait 0 euros et on va calculer l'impôt. Quand je vous ai dit que j'avais 25 018, on va considérer qu'on n'a pas 25 018 euros, mais 0 pour calculer l'impôt. Par contre, mes revenus qui sont dans ma tranche à 20%, ils sont bien pris en compte dans le calcul de mon impôt. C'est-à-dire qu'avec mon exemple de 50 000 euros, je vais faire 50 000 euros moins mes 43 503 euros. Bon, je vais agrandir. On va dire que mes 7 000 euros, je vais prendre en compte au niveau des salaires ou de ma pension que 7 000 euros pour calculer l'impôt français dessus. Puisque cette partie-là n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc je vais calculer mon impôt dessus en prenant les autres revenus de source française. On a évoqué les revenus fonciers. S'il y a des revenus fonciers, les revenus fonciers ils vont s'ajouter. Et on va calculer le taux d'imposition en appliquant le barème progressif, le plafonnement du quotient familial, et après je vous parlerai des particularités des taux minima d'imposition. Donc on prend tous vos autres revenus, les revenus fonciers, ça ne change pas au niveau déclaratif, vous faites la même chose que pour un résident. Ça sera au niveau du calcul que ça va changer. Ils sont bien sûr soumis aux acomptes contemporains. Par contre, attention, vous êtes non-résident, donc imposé que sur vos revenus de source française. Vous n'avez pas droit aux réductions d'impôts, aux crédits d'impôt, aux charges déductibles, sauf exception. Pourquoi? Parce que si vous regardez au niveau du Code général des impôts, souvent ces réductions en charges crédits d'impôt sont soumises à une condition, à savoir d'avoir son domicile fiscal en France, et ce n'est pas votre cas. Donc le principe, ce n'est pas droit à des déductions, sauf petite particularité. Alors, je vous ai dit, on va prendre mes salaires ou pensions qui sont dans ma tranche à 20% parce que ce montant-là, il n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu. J'ai des revenus fonciers, on va prendre les revenus fonciers. On va appliquer, comme pour un résident, le barème progressif et le plafonnement du quotient familial. Donc, on prend bien en compte la famille, les enfants, parce que souvent, on pense qu'on ne les prend pas en compte et je vous confirme qu'on les prend bien en compte. On calcule un taux d'imposition. Vous avez un taux d'imposition à 35%, on vous appliquera 35% sur ces seuls revenus que j'ai indiqués, tranche à 20% et revenus fonciers. Par contre, vous arrivez à un taux d'imposition à 8%. Comme vous êtes non-résident et qu'on ne vous impose pas sur vos revenus étrangers, vous êtes imposé à des taux minima
de 20 et de 30%. 20 et de 30%. Alors, pour l'année 2021, vous avez un revenu net de 30 000 euros. Eh bien, on va vous appliquer 20% jusqu'à 26 070 euros. On va prendre 30 000 moins mes 26 070, donc ça fait un petit peu moins de 4 000 euros, où seront appliqués 30%. C'est ça que ça veut dire les taux minima de 20 et de 30. Alors attention, les 26 070, c'est uniquement pour l'année 2021, parce qu'en 2020, le montant était différent. Alors, bien sûr, on entend que on nous dit oui, j'aurais été résident, j'aurais eu d'un taux inférieur. Comment c'est pas tout à fait normal, c'est pas tout à fait juste. Mais vous avez la possibilité de demander l'application du taux moyen. L'application du taux moyen, c'est-à-dire c'est quoi? Vous allez nous donner vos revenus de source française. Bon, normalement vous les avez déclarés, donc on les a, la nature, le montant. Vous allez nous indiquer vos revenus de source étrangère, nature et montant. On va faire une petite simulation comme si vos revenus de source étrangère étaient des revenus français. Et on va calculer le taux d'imposition que vous auriez eu si vous avez été en France. Si votre taux d'imposition, il est à 40%, eh bien, on va pas il passe à 40% au lieu des 35%, vous allez rester à 35%. Si votre taux d'imposition initialement, avant de demander taux moyen, était de 8%, était au départ de 20%, de 8%, mais vous avez les taux minima de 20 et de 30, et qu'on prend vos revenus mondiaux et qu'on obtient un taux par exemple de 7%, on vous appliquera les 7% sur vos revenus uniquement de source française. Alors bien sûr, pour pouvoir l'obtenir, il faut en faire la demande. Donc la demande, vous pouvez la faire lors de la déclaration en ligne, où justement on vous met option pour le taux moyen d'imposition et on vous demande de détailler vos revenus français, nature et montant, et également la même chose pour vos revenus étrangers. Ainsi de déclarer les pensions que vous aurez pu verser, qui elles, justement uniquement pour le taux moyen, seront prises en compte dans son calcul. Alors, pour bénéficier du taux moyen, il faut aussi, surtout si vous faites la déclaration papier ou si vous faites du contentieux, nous joindre la copie, je dirais, de votre avis d'imposition étranger et également la déclaration à l'étranger ou une déclaration sur l'honneur de produire des justificatifs. Ça, c'est au niveau de la déclaration papier. Alors, je vous rassure, on s'adapte au pays, parce que parfois, certains pays, avoir la copie de l'avis d'imposition, on ne l'a pas tout de suite. Donc, on s'adapte, il n'y a pas de sujet. Au niveau d'un contentieux, c'est-à-dire que c'est plus tard, le délai est passé pour faire la déclaration, eh bien, vous pouvez faire une demande contentieuse en demandant à bénéficier de ce fameux taux moyen et en joignant les justificatifs à ce moment-là. Mais on vous recommande vraiment de demander l'option du taux moyen dès votre déclaration en ligne. Alors là, il y a un petit exemple complètement fictif, puisque les chiffres, si on les prenait, ne seraient pas bons, mais c'est juste pour que ça vous parle. C'est-à-dire dans cette hypothèse où on a un couple qui hors de France, qui a 2 enfants en charge, il a des revenus fonciers de 10 000 euros français, des salaires étrangers de 17 000 euros. Ses revenus totaux, son revenu total mondial, ça va être mes 10 000 plus mes 17 000, c'est-à-dire mes 25 000 euros. Je fais une simulation et je me rends compte que s'il avait été en France, si ses salaires étaient français, le taux d'imposition, il aurait été de 3,77%. Et bien justement, là, il a vu le montant, il aurait eu un taux à peu près minimum de 20%. Et là, on va lui appliquer que 3,77% sur les 10 000 euros. Donc, vous voyez que c'est vraiment avantageux. Donc, n'hésitez pas à en faire la demande. Alors, là, je viens d'évoquer le moment où on était en France, mais on a aussi des retours. On était à l'étranger, je reviens. Des moments où on était à l'étranger, mais on a aussi des retours en France. Et donc, au niveau du retour en France, Jean-François Delagne, il y a également des déclarations un petit peu différentes que lorsqu'on est à l'étranger. Donc, lorsque vous revenez, il faut prévenir dès que possible le service des impôts des particuliers qui gèrent votre dossier. Vous indiquez votre nouvelle adresse dans votre espace particulier. Il y a un onglet dédié qui permet d'indiquer la nouvelle adresse. Mais attention, ça n'est qu'un changement d'adresse postale. Il faudra signaler votre retour
en année N+1 sur votre déclaration lorsque vous déclarerez vos revenus de l'année N en année N+1. L'année qui suit votre retour en N+1, donc vous allez déclarer vos revenus qui se séparent en général, qui peuvent se scinder de deux façons. C'est la partie, les revenus perçus durant le moment où vous étiez encore non résident. Et dans ce cas-là, eh bien, vous servez ces revenus sur une 2042 NR et la période des revenus perçus après votre retour, elle s'inscrit sur une 2042 normale. Il faut bien, la chose importante, c'est de mettre la date de votre retour effectif afin qu'on puisse calculer l'impôt correctement au prorata temporis. Merci Jean-François. Merci. Alors Hervé, je pense que nos auditeurs ils vont aussi se poser la question, je reviens en France, est-ce que, pareil pour le départ, est-ce qu'il y a des modalités particulières au niveau des douanes? Tout à fait, Isabelle. Il y a plusieurs modalités particulières pour bénéficier surtout de la franchise totale des droits et taxes à l'importation ou à la réimportation de ces biens personnels et véhicules. Pour cela, il faut que vos biens personnels soient en votre possession depuis au moins 6 mois à la date du transfert de résidence par rapport à votre dernier pays de résidence, même si ces pays peuvent se cumuler. Et puis, vos biens doivent être déclarés dans un délai maximum, là aussi, d'1 an. Vous avez 1 an pour faire l'ensemble de vos formalités à partir du moment où vous avez déposé votre imprimé CERFA 15070 lors de votre première importation. Si vous la faites par exemple avec votre véhicule personnel, vous êtes parti en Angleterre, vous revenez avec votre voiture en plusieurs moments pour réimporter vos biens, eh bien, vous déposez l'ensemble des formalités dès le premier jour de votre réimportation et ensuite vous avez jusqu'à 1 an pour faire ces formalités. Ces formalités peuvent aussi se faire par colis postal. Prévenez bien l'expressiste ou la poste qu'il s'agit d'un déménagement pour bénéficier de la franchise. À partir du moment où vous respectez ces conditions d'antériorité de possession, donc de 6 mois, surtout pour les véhicules, tous vos véhicules, je dis bien tous vos véhicules, pourront être admis en franchise. On a souvent la question avec des gens qui reviennent des États-Unis avec plusieurs voitures ou motos. Si vous respectez les règles d'antériorité de résidence de plus d'1 an, d'antériorité de possession de plus de 6 mois, tous vos véhicules pourront être admis en franchise, hormis bien sûr les véhicules utilitaires. À nouveau, attention sur certaines exclusions. La cave, en priorité. On a souvent la question. On a transféré sa cave lors de son départ à l'étranger. On veut revenir avec ces bouteilles de Bordeaux, de Bourgogne. Eh bien, là, il faut savoir qu'elles ont perdu leur statut communautaire et elles seront taxées à leur retour en France à la fiscalité accise et TVA, au-delà des franchises douanières personnelles qui ne sont que de quelques bouteilles. Il vous faudra absolument régler les droits et accises sur votre cave à votre retour. Les documents dont vous aurez besoin, c'est un certificat de changement de résidence depuis votre résidence étrangère et surtout, attention, un certificat de résidence dans votre nouvelle résidence en France, soit distribué par votre nouvelle mairie, soit à travers une quittance EDF, téléphone ou autre. Je précise, Isabelle, que cela ne fonctionne pas, bien sûr, pour les résidences secondaires. Il n'est pas question d'aménager une résidence secondaire alors qu'on garde sa résidence principale à l'étranger. Tous les biens qui servent à aménager une résidence secondaire seront automatiquement à déclarer et taxés aux éventuels droits de douane et la TVA selon un listing précis, un inventaire à établir reprenant l'ensemble des meubles que l'on va amener pour aménager sa résidence secondaire ou quitter son poste sans revenir définitivement en France. C'est parfois le cas, Isabelle, pour les diplomates. Merci beaucoup Hervé.
Donc, on va juste avant de prendre quelques questions, une petite présentation des outils qui vous sont disponibles. Donc, Hervé vous a donné effectivement le site des douanes ou le site du ministère des Affaires étrangères pour vous référer, donc n'hésitez pas. Au niveau de la Direction générale des finances publiques, vous avez le site impôts.gouv sur lequel vous pouvez vous connecter justement à votre espace particulier. Mais vous avez également une rubrique internationale qui est dédiée justement aux non-résidents et le moteur de recherche qui vous permet de taper 2047, 2041E pour obtenir les formulaires nécessaires pour faire votre déclaration d'impôt, même si en ligne ces formulaires sont disponibles. Donc oui, votre espace particulier, numéro fiscal, mot de passe, donc là, pensez bien à les emporter avec vous. Tout en bas de chaque page du site impôts.gouv, vous avez une rubrique contact qui vous permet effectivement de pouvoir, selon votre statut, là en l'occurrence vous êtes au domicile fiscal est hors de France, d'avoir les coordonnées du service des impôts des particuliers non résidents de Jean-François Delagne ou de la recette des non résidents pour toutes les questions de succession autres. Donc vous avez les coordonnées téléphoniques et vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous téléphoniques qui sont voilà, sur une plage d'un mois. Donc tous les jours, il y a des nouveaux créneaux qui sont proposés. Donc comme vous pouvez voir, les différents créneaux. Donc il ne faut pas hésiter à vous connecter tous les jours pour avoir ces créneaux. Donc la rubrique internationale, comme je vous l'ai dit, elle a les 3 éléments de vie. Je pars à l'étranger, je suis à l'étranger et je reviens en France. Et vous allez retrouver des réponses à vos principales questions. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous avez également, très important, l'accès aux conventions internationales par ordre alphabétique. Alors, je vais prendre quelques petites questions qui ont été posées. Donc, première question, alors peut-être plutôt à Jean-François Delagne. Bonjour, doit-on faire une déclaration qui, même si on n'est pas résident et qu'on n'a pas de revenus ni bien en France? Alors non, si vous n'avez aucun revenu de source française imposable par la France, vos obligations en tant que non-résident sont limitées. Donc vous n'avez pas à faire de déclaration. De toute façon, cette déclaration ne sera pas traitée si vous la faites sous format papier. Parce que vous n'avez pas de revenu de source française et vous n'avez pas de revenu imposable par la France. Alors, autre question. Bonjour, je pars travailler au Royaume-Uni et ma femme reste ici. Comment devons-nous déclarer nos revenus? Alors, la question va dépendre en fait de votre régime matrimonial. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes, je suppose que vous êtes marié, est-ce que vous êtes marié sous le régime de la communauté? Parce que si vous êtes marié sous le régime de la communauté, il faudra faire une seule et unique déclaration. Après, faudrait qu'on ait un petit peu plus d'éléments. Donc moi, je vous invite à nous consulter par chat parce qu'il faut savoir votre statut. Je ne sais pas si vous êtes fonctionnaire ou si vous travaillez dans le privé ou si vous êtes retraité, concernant madame, ce qui se passe. Parce qu'effectivement, la notion de domicile fiscal, elle se fait sur chaque tête. Sur le conjoint 1, sur le conjoint 2. Donc un peut être résident, l'autre peut être non résident. Par contre, marié ou pacsé sous le régime de la communauté, c'est une seule déclaration. Après, ce qu'il faut savoir, c'est auprès de qui je déclare. Est-ce que je déclare auprès du service des impôts des particuliers non résidents de Jean-François Delagne, ou est-ce que je dois faire ma déclaration auprès du service des impôts des particuliers du domicile fiscal du conjoint qui est resté en France, sachant que l'un peut être imposé comme un résident et l'autre comme un non-résident. Donc là, il faudrait qu'on ait un petit peu plus d'éléments. Donc n'hésitez pas à aller sur notre chat pour être mis en relation avec un agent qui vous posera les questions et pourra vous orienter. J'ai parlé du régime de la communauté. Il faut savoir qu'il y a le régime de la séparation de biens. Donc si vous remplissez les conditions de l'article 6.4 du Code général des impôts, qui concrètement, il y a 3 cas qui dit en fait, je vais résumer. Vous êtes séparé de biens et vous êtes séparé de corps. Donc, si vous remplissez cette condition, dans ce cas-là, monsieur va faire sa déclaration de son côté et madame va faire sa déclaration de son côté. Si madame, elle est résidente, elle fait sa déclaration auprès de son domicile, du service des impôts ou de son domicile fiscal. Si monsieur est non résident, il va faire sa déclaration auprès du service des impôts des particuliers non résidents. Mais voilà, là encore une fois, c'est un peu la notion qu'on appelle de couple mixte, où on a besoin de pouvoir vous poser des questions pour savoir le statut de chacun, pour pouvoir vous répondre au mieux.
Alors, merci de réexpliquer le PAD, je pense que c'est la retenue à source de 0 et 12 par rapport aux impôts de 20%. Si je gagne 50 000 euros, je tiens une déduction de 43 000 euros taxée à 12%. Alors, je vais essayer de me rappeler des montants pour l'année 2021. C'est-à-dire que on vous a dit qu'il y avait 3 retenues à source, à 0, à 12 et à 20%. Jusqu'à 43 000, je ne sais plus combien de têtes, il faudrait que je revienne sur la diapo, on va dire 43 000 pour arrondir en 2021, vous avez fait l'objet d'une retenue à source à 12% sur une partie de cette somme, parce qu'il y a une partie qui est à 0%. Eh bien, ces 43 000 euros, au niveau de vos salaires et de vos pensions, l'administration va considérer que vous n'avez pas 43 000 euros, que vous n'avez rien. Pour le cas des 50 000 euros, si vous avez 50 000 euros, on considère que 43 000 euros ne sont pas imposés et donc on ne le prend pas en compte pour calculer l'impôt. On ne prendra en compte uniquement les 7 000 euros. On va considérer que vous n'avez que 7 000 euros de salaire ou de pension. On appliquera le barème progressif et le plafonnement du quotient familial dessus. Le barème progressif et le plafonnement du quotient familial vous donnent un taux d'imposition de 32%, vous serez imposé à 32% sur ces 7 000 euros. Par contre, le barème progressif et le plafonnement du quotient familial vous donnent un taux de 10%. Vous êtes non-résident, vous êtes imposé au taux minima de 20 et de 30%. Donc, vous ne serez pas imposé à 10%, mais vous serez imposé à 20% en 2021 sur ces 7 000 euros, puisque vous êtes en dessous des 26 010 de mémoire. Donc voilà, c'est juste ça, c'est pas vrai, c'est pas une déduction, c'est un montant libératoire de l'impôt. On ne prend pas en compte cette somme dans le calcul de l'impôt. On prend en compte uniquement les revenus qui dépassent la tranche de la retenue à source à 12%. En fait, vos revenus qui sont soumis à une retenue à source à 20%, c'est seulement ceux-là qui sont pris en compte pour calculer votre impôt en N+1. Mais vous aurez bien fait l'objet de retenue à source les années précédentes. Bien écoutez, vu qu'on arrive à la fin de notre conférence, je vous propose, si vous avez des questions, tant pour Hervé Brouillard, donc pour nos collègues des douanes, de vous lui poser des questions par chat, parce qu'effectivement, ils ont également un stand. Et si vous avez des questions individuelles, d'aller sur le stand du service des impôts des particuliers non résidents, où vous aurez des agents qui pourront vous répondre par rapport à vos questions, vous poser d'autres questions, parce qu'effectivement, la fiscalité des non résidents n'est pas simple, elle dépend de vos statuts et elle dépend des conventions fiscales internationales. Mais écoutez, nous allons vous remercier avec Jean-François Delagne, avec Hervé Brouillard, pour votre attention. Merci à vous. Merci à vous.